Ah, le Niger, ce magnifique pays d'Afrique de l'Ouest, super connu évidemment du monde entier. Non, c'est faux, évidemment, je viens de le découvrir. Alors, je dirais pas que c'est un pays que je n'avais jamais entendu parler, mais disons que j'étais relativement indifférent jusqu'à maintenant. Et visiblement, bah peut-être que c'était une erreur. En tout cas, on va parler aujourd'hui du Niger parce qu'il se passe des choses extrêmement importantes en Afrique, notamment. Hein. Alors ça fait un moment qu'il se passe des choses, que ça bouge ça bouge pardon, en Afrique, suite notamment à la guerre en Ukraine, suite au, je vais dire, au recul des démocraties de manière générale et de leur force, de leur présence dans le monde. Donc aujourd'hui en fait on arrive à un point quand même, je pense, assez intéressant et assez comment dire, un tournant peut-être majeur. Alors c'est toujours difficile, hein, évidemment, que ce soit quand on analyse le présent, c'est très difficile hein, de pouvoir dire ce qui va se passer dans le futur. Bon, c'est même impossible. On peut avoir des feelings, on peut avoir des sensations, mais voilà, c'est d'ailleurs une manière de savoir comment une personne se dit experte ou non, si elle est fiable ou pas. C'est en général, un expert va vous donner peut-être, va vous dire, voilà, mon opinion, c'est que ça pourrait partir dans ce sens-là, mais en tout cas, il va le dire avec énormément de précaution et il ne va jamais affirmer quelque chose. Euh... Parce que j'ai déjà vu voilà, des fameux experts dire, ça va se passer comme ça, et puis après, ça se passe pas du tout comme ça. Bref, méfiez-vous évidemment des personnes que vous suivez et regardez. Bref, on va parler donc du Niger parce que, eh bien, ça risque de faire, voilà, les événements qui se produisent au Niger risquent d'avoir un effet boule de neige dans le monde et d'impacter notamment l'Europe, mais aussi les États-Unis. Bref, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Vous allez voir comme c'est passionnant et à quel point finalement des pays que nous sous-estimons peuvent devenir demain, hein, un peu comme l'Ukraine en son temps aussi, hein, des acteurs majeurs mondiaux hein, sur la scène mondiale et être déterminants pour finalement le futur non seulement de ces pays mais aussi le nôtre. Bref, allons-y gaiement, on y va, c'est parti, je vais essayer de vous résumer tout ça au mieux. Donc, le Niger, mesdames et messieurs, alors je vais vous la mettre en grand, c'est ici, hein, voilà, c'est la zone rouge, hein, je regarde si ma souris se montre bien, oui, en Afrique, hein, voilà, c'est le Niger, donc ça se trouve entre l'Algérie, Libye, Tchad, Nigeria, Mali, Burkina Faso, Bénin, et vous voyez qu'il y a d'autres pays en vert dont on va discuter. Alors, que s'est-il passé au Niger? Si vous n'avez rien suivi du tout ces derniers jours, voire dernières semaines, hein, eh bien, il y a eu du jour au lendemain un coup d'État au Niger. Alors, le Niger était une démocratie. Ne me demandez pas à quel point c'était une démocratie. Surtout que vous savez, aujourd'hui, même dans nos pays, les démocraties sont remises en question. On sait qu'en France, il y a maintenant, on parle même de démocratie illibérale, je crois, c'est ça, hein, quelque chose comme ça. Donc voilà, vous voyez à quel point c'est parfois compliqué hein, d'estimer à quel point un pays est démocratique ou non. En tout cas, le Niger était considéré comme une démocratie. Elle avait un président ainsi que deux bases militaires extrêmement importantes, une française et une américaine, qui sont les bases, si j'ai bien compris, principales eh bien de la France et de l'Amérique, mais aussi non, ça je dis peut-être des bêtises. En tout cas, pour ces deux pays-là, c'est certain, ce sont des bases qui sont vraiment essentielles pour les opérations qui ont lieu en Afrique pour ces deux pays. Alors, évidemment, comme c'est une démocratie, ça tombe bien. Cela permet, puisque la France et les États-Unis sont aussi des démocraties, hein, eh bien d'avoir un pied là-bas, avec en plus un pays qui du coup devient un pays proche et allié. Et il faut savoir aussi, et ça j'ai oublié de trouver l'infographie, mais ce n'est pas grave, vous devrez me croire sur parole. Non mais bien sûr, si vous avez d'autres sources, n'hésitez pas, mais en tout cas, il faut savoir que le Niger n'a pas une armée exceptionnelle, hein. Probablement parce qu'elle comptait peut-être sur ses alliés occidentaux pour la défendre si un jour elle se fait attaquer, ou simplement parce qu'elle n'en avait pas besoin. Comme je vous le dis, je connais très mal, du coup, hein, évidemment, la situation
avant le coup d'État. Mais donc, soit, ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a des bases vraiment essentielles hein, de la part des États-Unis et de la France au Niger, et que donc, évidemment, lorsque le coup d'État s'est produit, beaucoup d'inquiétudes ont pris ces pays, puisque eh bien, le souci principal étant que, vu que l'on passe d'une démocratie à une dictature menée par des généraux nigériens, et que... alors on dit nigérien? Oui, je pense, hein. Bon, bref. Et qu'en fait, le souci aussi, c'est que, bien que... Alors, et c'est ça qui est important... Bien que, apparemment, rien ne semble indiquer que la Russie ait poussé ce coup d'État, puisque elle-même a déclaré qu'elle elle soutenait l'ordre constitutionnel du pays, qui est donc une démocratie, eh bien, ça reste quand même malgré tout une aubaine pour la Russie, hein, qui va pouvoir du coup glaner auprès des dictateurs, comme elle a pu le faire au Mali et au Burkina Faso, que vous voyez d'ailleurs ici sur cette carte en orange. Eh bien, elle va pouvoir essayer de s'implémenter et de pouvoir, voilà, essayer de remplacer finalement les Occidentaux dans ces pays. Alors, commençons directement par le commencement. On va pas se mentir, mais en Afrique, c'est assez terrible, et c'est comme ça, hein, d'ailleurs, dans tous les pays un petit peu, on va dire, en position de faiblesse dans le monde, eh bien, c'est que y a le choix entre, en gros, en gros, des charognards ou d'autres charognards, quoi. Donc, quand c'est pas la Russie, c'est la Chine, quand c'est pas la Chine, c'est l'Occident, et c'est là où on arrive déjà à l'un des premiers problèmes, en fait, dans ces pays-là, c'est que, notamment, la junte militaire, donc, qui est arrivée au pouvoir au Niger, bien que ce soit très difficile de savoir le soutien qu'elle a réellement de la part de la population, il est indéniable qu'il y a une partie de la population qui soutient cette junte militaire, et une partie de la population qui est anti-Occident, parce que malheureusement, eh bien, malgré que nous soyons des pays démocratiques et que nous disions être très éthiques et humanistes, malheureusement, en Afrique, on va pas se mentir, on a plutôt tendance à essayer d'arnaquer un maximum hein, les pays pour pouvoir soutirer des ressources qui sont d'une importance parfois stratégique, hein, parfois nécessaire, et que on va essayer de soutirer à un moindre prix parce que nous savons que ces pays sont fragiles, ou parce que nous avons des accords, ou alors parce que ils ont des monnaies qui sont dépendantes, par exemple, de l'euro ou de la France, etc. Bref, donc voilà, il y a tout un tas de soucis qui font que les pays africains peuvent être dépendants de l'Occident, ou en tout cas, on va dire, d'un espèce de protectorat d'une puissance mondiale. Hein. Donc voilà, quand je parle de l'Occident, c'est par exemple de l'Europe, parce que finalement, au travers de la France, au Niger, il y a finalement aussi une partie de l'Europe et de l'OTAN hein, qui est présente, ainsi que pour les Américains, c'est un petit peu la même chose. Ça reste voilà, des puissances, je vais dire, militaires qui sont importantes et dont l'Europe compte pour parfois faire des actions à l'étranger. Donc, ceci est la situation. La junte arrive au pouvoir au Niger. Tout de suite, en fait, elle est soutenue par le Mali et le Burkina Faso. Alors pourquoi ces deux pays-là soutiennent la junte militaire directement? C'est parce que si vous avez un petit peu suivi aussi les actualités en Afrique, eh bien le Mali et le Burkina Faso sont tous les deux des dictatures, des pays qui justement sont dirigés, il me semble que les deux le sont dirigés par des juntes militaires, certains de transition depuis 5000 ans, et d'autres, eh bien, simplement, voilà, ne se cachent même pas, hein, ne disent même plus de transition, disent simplement que c'est eux qui ont le pouvoir et qui feront mieux qu'une démocratie. Souvent en soutenant qu'il vaut mieux une junte militaire qu'une démocratie corrompue. Et c'est là où je vais me permettre de faire un parallèle, parce que c'est pour ça que je trouve que ces situations sont extrêmement intéressantes. On a tendance à se dire « Ah ben oui, mais ça arrive en Afrique, voilà, c'est des pays hyper instables, etc. Et donc c'est normal, il y a un côté où c'est what the fuck et tout. » Eh bien non, d'accord? Si vous écoutez un petit peu les discours politiques
qui sont dits aujourd'hui par certaines personnes, parfois, je veux dire, hein, quel que soit leur bord, hein, c'est pas forcément, voilà, hein, c'est pas forcément, je veux dire, il y a des gens d'extrême gauche aussi, hein, qui sont complètement starbés et qui pensent qu'une dictature est mieux, une dictature communiste, par exemple, est bien mieux qu'une démocratie corrompue. Mais surtout, on va pas se mentir, c'est surtout l'extrême droite qui parle d'une dictature et qui est beaucoup plus, on va dire, est beaucoup plus admirative hein, d'un pouvoir fort, un pouvoir central fort, et donc d'un pouvoir centralisé, bien qu'elle déteste Emmanuel Macron, bien sûr, parce que finalement, Macron réussit à rassembler tous les Français, mais même, je vais dire, le monde entier, autour d'une chose, c'est que tout le monde le déteste. C'est au moins une chose qu'il aura réussi à faire. Bon, blague à part, on a surtout, c'est ça que je veux dire, c'est que il faut pas croire que ça n'arrive que dans les pays instables, il y en a des politiciens qui ont des discours similaires dans nos pays, et si vous voulez savoir mon avis sur le sujet, c'est du bullshit total, et ce sont juste des gens qui recherchent du pouvoir et qui sont probablement opportunistes, et donc qu'ils soient de gauche ou de droite, ça ne change rien, c'est des gens qui ont un seul et même but, avoir le pouvoir, et donc lorsqu'une personne vous dit qu'il faut un pouvoir fort, méfiez-vous, parce que il suffit de regarder les pays d'Afrique pour voir à quel point c'est du bullshit. Donc, revenons à notre carte. Le Niger a la junte qui arrive au pouvoir. Donc, comme je l'ai dit, le problème, c'est que l'armée, en fait, n'est pas très puissante au Niger. Mais il faut savoir aussi que, justement, elle est soutenue par le Mali et le Burkina Faso. Cependant, il y a des pays, comme vous le voyez ici en vert, et je vais vous montrer une autre carte, bien plus claire, voilà. Une carte, en fait, qui va montrer notamment un regroupement de pays qui s'appelle l'ECOWAS en anglais, le CDSAO il me semble, hein, le CDAO ou quelque chose comme ça en français. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement de pays, un regroupement économique de pays. Et comme vous le voyez ici autour, hein, c'est donc toute la ligne rose, hein, tout autour en fait de ces pays. Eh bien, ces pays sont rassemblés pour former une économie en fait d'Afrique de l'Ouest qui est censée être forte et aussi finalement chercher une sorte d'indépendance de la part de ces pays d'Afrique par rapport à d'autres puissances mondiales, comme je l'ai dit, d'Occident, la Russie, la Chine ou autres, bien sûr. Et donc, en fait, voilà, hein, c'est finalement quelque chose d'assez intelligent, je vais dire, puisque je pense que l'Afrique, effectivement, si elle veut un jour ne plus dépendre de ces pays comme les nôtres, hein, eh bien, il va falloir se regrouper entre eux, entre ces pays-là, pour pouvoir faire une puissance qui puisse rivaliser, finalement. Hein, Allez, l'union fait la force. C'est l'adage de la Belgique, c'est... j'allais dire son hymne, mais c'est pas son hymne, c'est... merde, bon bref, je retomberai sur le mot plus tard. Mais, eh bien, je pense que c'est quelque chose de très vrai et de très réel, donc à ne pas sous-estimer. Mais voilà, maintenant, le problème, c'est qu'à l'époque où a été créé ce regroupement de pays, je pense que tous les pays étaient en tout cas, ou en tout cas la plupart, étaient des démocraties, et maintenant, on a le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui sont des dictatures. Donc vous vous doutez bien que les autres pays qui sont, eux, des pays démocratiques, ou en tout cas des pays qui se basent sur l'économie pour essayer de grandir, eh bien, une junte, c'est bien chiant, et ça pue bien du cul, hein, ça pue bien du cul. Comme je l'ai dit, en plus, il y avait des intérêts occidentaux au Niger, donc vraiment, c'est très compliqué pour ces pays de rester statiques et de ne rien faire. Alors, ces pays, et notamment, comme sur la précédente carte, on le voyait, hein, donc le Nigeria, le Bénin, voilà, je connais très bien ma géographie, hein, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Sierra Leone et le Sénégal ont annoncé, hein, ainsi que la Guinée-Bissau, pardon, ces pays ont annoncé qu'ils allaient simplement eh bien, attaquer le Niger, donc envahir le Niger, si la junte ne remettait pas au pouvoir le président démocratiquement élu. Ils ont laissé pour ça la junte une semaine pour donc se raviser, déposer les armes et remettre le président élu au pouvoir. Et là, ça fait une semaine. Voilà. Là, ça fait une semaine.
Et ce que l'on sait, c'est que pour le moment, il n'y a toujours pas d'invasion, il n'y a toujours pas d'attaque de la part de ces pays. Alors il faut savoir justement, c'est pour ça que je vous montrais cette carte, parce que celle-ci, c'est vraiment la dernière en date. Le Niger a fermé son espace aérien aux dernières nouvelles, justement juste avant la fin de l'ultimatum posé par donc le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Car ce sont principalement ces 4 pays, en fait, qui ont décidé qui se sont mis d'accord pour envahir le Niger ou attaquer le Niger en cas de refus de la junte de se rendre. Cependant, le Niger n'est pas tout seul. Il a des alliés tels que le Mali et le Burkina Faso qui ont dit que eux aideraient la junte militaire au Niger à se défendre si elle se fait attaquer. Maintenant, justement, et c'est ça l'élément très important, c'est qu'en fait, ces 3 pays ont à eux 3 une armée extrêmement limitée, sachant même que le Mali n'a pas possession de toutes ces terres, en fait. Le Mali, c'est pour ça que la France était intervenue, car elle a énormément de problèmes avec le terrorisme et les groupes rebelles dans son pays. Donc, on va pas se mentir que ce sont pas des alliés de premier choix, mais cependant, ils n'ont pas le choix, parce que, ce sont toutes des juntes militaires, et donc entre dictateurs, évidemment, les dictateurs, ils se serrent les coudes quand c'est la merde, et puis après, ils se plantent des couteaux dans le dos dès que c'est possible, bien sûr, donc là, pour le moment, c'est la merde, donc allez, on se met ensemble. Malgré tout, si j'avais vu, et c'est pour ça que j'ai oublié de prendre cette infographie, mais il y avait une infographie qui tournait justement parmi les membres de l'OSINT, qui semblait montrer que le Nigeria et la Côte d'Ivoire, je pense, même à eux deux réunis, en tout cas, le Nigeria, quasiment à lui tout seul, a une armée 10 fois plus grande déjà, et a déjà une armée bien plus puissante que le Niger, le Mali et le Burkina Faso réunis. Donc honnêtement, la position de ces 3 pays n'est pas idéale. Maintenant, vous voyez, sur cette infographie, justement, on a d'autres pays. On a un pays ici qui est en vert, qui est la Guinée. Et la Guinée, elle, a décidé qu'elle n'allait pas participer à la guerre. Elle n'allait pas non plus défendre le Niger, en tout cas, elle ne l'a pas annoncé. Mais elle n'est pas d'accord avec les sanctions économiques de ce groupement de pays, d'Afrique de l'Ouest. Et que donc elle continuerait à faire des affaires avec le Niger, alors que les autres pays, eux, se sont mis d'accord pour toute une série de mesures, un petit peu comme nous, en Occident, nous avons fait face à la Russie. Et donc, par exemple, le Nigeria a coupé tout approvisionnement en électricité au Niger. Et pourtant, le Nigeria, c'est quand même 70% des besoins en électricité du Niger qui a donc disparu, qui est tombé à 0. Donc je vous dis pas à quel point la junte militaire au Niger n'est pas encore sortie d'affaire, loin de là. Et alors, il y a des pays, évidemment, où soit ils sont neutres, comme l'Algérie, qui est neutre mais qui s'oppose à une intervention militaire, ou alors le Tchad, qui, vous voyez, ne font pas partie forcément du groupement, mais sont voisins du Niger. Et le Tchad a confirmé qu'il n'interviendrait pas militairement. Voilà, eux, ils préfèrent ne pas s'en mêler, ils donnent éventuellement leur avis, mais ça s'arrête là. On a Ghana, Togo, Libéria, etc. Eux, c'est simplement qu'ils ne se sont pas encore positionnés, ils n'ont pas encore annoncé s'ils allaient participer à cette guerre contre le Niger, ou si, au contraire, ils allaient juste, en quelque sorte, rester neutres, ou juste garder des sanctions économiques, etc. Enfin bon, bref. Donc, tout ça, pour le moment, ça bouge énormément. Cette carte sera même probablement déjà dépassée dans quelques heures. Mais c'est vraiment pour vous expliquer un petit peu à quel point c'est complexe et il y a des pays qui sont mis en jeu. Car évidemment, en dehors de tout ça, nous avons, comme je l'ai dit, la Russie qui scrute d'un œil attentif ce qu'il se passe au Niger. On l'a encore dit, la position officielle de la Russie, c'est qu'ils soutiennent la constitution nigérienne et donc, a priori, son président, pas forcément la junte. Maintenant, on va pas se mentir que la Russie a des intérêts énormes à soutenir finalement la junte militaire au Niger, puisque tout pays d'Afrique
supplémentaire qui tomberait sous le joug des Russes serait potentiellement, finalement, que ce soit un allié à long terme, mais en plus aussi une position favorable dans l'Afrique pour la Russie. Surtout que, comme je l'ai dit, il y a des bases occidentales hyper importantes au Niger. Donc si la Russie réussit à faire en sorte que et surtout sans s'impliquer, que le Niger puisse virer les Occidentaux de son pays, la Russie va se frotter les mains et sera très heureuse, puisqu'elle est, on a déjà, je pense, de la présence de la Russie, et notamment de Wagner, au Mali. Je ne suis plus sûr pour le Burkina Faso, mais pour le Mali, j'en suis quasiment certain, ils ont un peu remplacé finalement les forces françaises qui étaient sur place. Mais voilà, et c'est là où on arrive un petit peu à cette guerre froide qui se passe. Alors on dit guerre froide... finalement pas si froide, très chaude ici, je veux dire dans le monde, en ce moment, c'est quand même assez chaud, puisque en fait la Russie aimerait très fort aussi quand même, voilà, si elle le pouvait en fait, elle enverrait, pourquoi pas peut-être des armées au Niger, ça pourrait être une possibilité, je veux dire. Cependant en fait, malheureusement la Russie elle a été énormément affaiblie suite à la guerre en Ukraine, d'autant plus avec Wagner qui se retrouve dissous, mais pas vraiment, suite à son coup d'état raté, mais qui en était un quand même, mais pas vraiment, et avec Pirogine qui est finalement un ami, mais pas vraiment, bref. La Russie a énormément de problèmes internes, mais aussi un problème matériel, puisque vous le savez, c'est la mouise au niveau matériel pour la Russie. Donc déjà, ils ont du mal à envoyer du matériel en Ukraine, donc je vous laisse imaginer la difficulté que c'est d'envoyer des hommes, surtout pour un pays, comme je l'ai dit, au Niger, où leur armée est vraiment très faible. C'est extrêmement compliqué d'envoyer même, je vais dire, des mercenaires là-bas, parce que c'est, je vais dire, un petit peu dépenser des forces pour rien, sachant que, voilà, il en faudrait pas 1000, il en faudrait peut-être 10 000, ou voilà, je ne sais pas les chiffres exacts, mais il en faudrait une force assez conséquente, et ça, la Russie ne peut pas se le permettre, et n'a d'ailleurs, comme je l'ai dit, pas envie, puisqu'officiellement, ils ne soutiennent pas la junte militaire au pouvoir, et d'ailleurs, je pense qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire officiellement, parce qu'alors, à ce moment-là, elle risquerait de durcir son image de pays, vous savez, comme l'image qu'essaye de faire passer l'Occident, qui me semble extrêmement correcte, mais de pays qui essayent évidemment, impérialistes finalement, qui essayent de conquérir un maximum de terres et essayer d'avoir un maximum d'influence dans le monde. Donc, le Niger, c'est loin d'être simple. On arrive donc, comme je l'ai dit, à la fin de l'ultimatum. Il semblerait, là encore, c'est ça qui rajoute encore de la complexité, c'est que ce groupement de pays, comme je l'ai dit, il y a des démocraties dans ces pays. Avoir tout à coup une junte militaire à côté de chez toi, c'est un peu comme si en Belgique on avait, alors enfin c'est pas la Belgique, mais c'est comme si la France avait tout à coup la Belgique qui devenait totalitaire, et que voilà, qu'on ne savait pas vraiment quelle allait être sa position, etc. Et qu'on avait l'armée, vous imaginez, l'armée belge qui prenait le pouvoir en Belgique. Est-ce que la France, les Pays-Bas et l'Allemagne laisseraient faire ça ? Pas sûr du tout, pas sûr du tout, Et c'est pour ça que je trouve la situation extrêmement intéressante, parce que malgré tout, quand même, si je comprends bien, le souci, c'est que attaquer le Niger, c'est quand même une décision extrêmement délicate. Car à partir du moment où on commence la guerre, et c'est ça qui est très intéressant dans les membres, dans les observateurs, je vais dire, indépendants, c'est que quand on commence une guerre, on ne sait jamais comment elle finit. On ne sait jamais comment elle finit. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce que le Nigeria peut écraser le Niger, le Mali et le Burkina Faso à lui seul, que pour autant, ça ne veut pas dire que le Tchad ou l'Algérie va se dire « Ah ben attends, non, ça ne va pas. Nous, on ne soutient pas... voilà, on était neutre jusqu'à présent, mais on ne soutient pas non plus l'invasion du Niger. Donc, on va intervenir. » Ça ne veut pas dire non plus que la Russie ne pourrait pas tout à coup se dire « Bon, attends, parce que là, quand même, on a quelque chose d'extrêmement intéressant. Le Nigeria attaque, ça peut être l'occasion, l'opportunité pour nous de trouver un argument pour intervenir au Niger avant les Français et les Américains qui ont des bases là-bas. » Donc voilà, c'est vraiment beaucoup plus complexe que juste ah ben c'est simple, voilà, le Nigeria n'a qu'à envahir. C'est bien plus complexe, et c'est pour ça que d'ailleurs, ce groupement de pays d'Afrique de l'Ouest essaye
pour le moment encore, ça semble être un petit peu la dernière chance, essaye de négocier avec la junte militaire pour faire une transition pacifique et pour régler ce conflit sans passer par les armes ou par des extrémités. Parce que le souci, en fait, dans ce groupement de pays, c'est que si, à la fin de l'ultimatum, ils n'interviennent pas, maintenant qu'ils ont dit « Ah bah on vous laisse une semaine avant d'intervenir », s'ils n'interviennent pas, leur position sera fragilisée. C'est un petit peu comme l'Union européenne qui n'est jamais intervenue lorsque la Russie l'a défiée, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak ou autre, hein, je veux dire dans l'histoire du monde. À chaque fois que l'on laisse une dictature n'en faire qu'à sa tête, évidemment, votre position s'affaiblit, parce qu'à chaque fois que vous donnez un petit morceau de votre bras, ça va toujours de plus en plus haut, et puis à la fin, ça vous bouffe. Et c'est là où la position non plus de ce groupement de pays d'Afrique de l'Ouest est très 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 délicate, parce qu'ils ne peuvent pas juste non plus laisser le Niger vivre sa vie, laisser les juntes comme ça prendre le pouvoir, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, c'est très difficile de savoir qui soutient réellement cette junte. Est-ce que toute la population soutient cette junte? C'est très sincèrement, d'après ce qui s'observe, hein, d'après ce que je comprends en tout cas, c'est loin d'être le cas. C'est très très loin d'être le cas. Comme je l'ai dit, c'est indéniable que cette junte a un soutien par des gens qui en ont marre de l'Occident, en fait. Par des gens qui en ont marre de se faire constamment, ils le disaient eux-mêmes, infantiliser, utilisés par des pays des plus grosses puissances. Mais d'un autre côté, il ne faut pas être dupe. Les militaires qui sont au pouvoir, ce ne sont pas des gens qui pensent tout à coup à la population et qui se disent « Oh ben tiens, je trouve que mon pays est menacé, oh ben je vais niquer la démocratie et je vais... » Non, évidemment, ça ne se passe pas du tout comme ça. Ce sont des gens qui sont égoïstes et qui ne cherchent que leur propre intérêt, sachant que l'un des généraux, par exemple, allait être viré de l'armée. Et donc, il a participé à ce coup d'État pour éviter de perdre son poste et son pouvoir. Bon, il suffit aussi de voir au Mali ce qui se passe. On voit bien que la junte militaire qui se disait de transition s'est bien foutue de la gueule de sa population. Et au final, elle n'a fait que encore plus déstabiliser la région, ne régler aucun problème, et à part faire des deals avec la Russie qui sont littéralement, voilà, c'est vendre son âme au diable, eh bien, ils ne font pas grand-chose d'autre. Et en fait, le problème aussi des juntes militaires, c'est que comme ils mettent en prison ou tuent les opposants, eh bien, c'est compliqué de savoir quel est le pourcentage de la population qui ne les soutiennent pas. Alors maintenant, moi, en fait, j'aimerais quand même aussi, voilà, j'espère que ça a éclairci un petit peu votre connaissance par rapport à tout ça et que vous y voyez un petit peu plus clair sur la situation qui se passe au Niger. Bien sûr, je vais vous mettre les sources voilà, des gens qui en parlent si ça vous intéresse en description. Malheureusement, c'est en anglais, donc il faudra utiliser Google Trad ou quoi que ce soit si vous ne parlez pas anglais. Mais voilà, au cas où vous voulez peut-être en apprendre un peu plus sur ces différentes personnes, j'ai mis notamment un résumé, un thread qui résume vraiment toutes les étapes qui se sont produites voilà, au Niger ces derniers jours. Mais je voulais surtout finir sur quelque chose de plus grand et que je pense voilà, puisque maintenant on est très focalisé sur ce qui se passe au Niger, comment ça va se passer, etc. On est fort dans l'instant présent. Et pas encore, on ne prend pas évidemment le recul, c'est un peu compliqué maintenant de savoir puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais je voulais quand même mettre en avant aussi quelque chose qui est un échec, je pense, cuisant de la part de nos pays occidentaux. Mais je dirais même de la part aussi de nous, en tant que citoyens occidentaux. Je pense qu'on s'est fait, qu'on s'est fait vraiment carotte et qu'on a été vraiment... je vais le dire comme ça, je vais avoir des mots très durs par rapport à nous. Je vais dire que je pense qu'on a été d'une naïveté et d'une imbécilité, voire même d'une condescendance vraiment débile par rapport à de nombreux pays, mais avant tout, en fait, par rapport à notre propre situation. Parce que, en fait, ce qui se passe au Niger, finalement, ce sont des choses qui se passent en parallèle avec ce qui se passe dans nos pays, je l'ai dit. Et comme vous pouvez le constater, en fait, nos pays, les démocraties, on se pose énormément de questions dessus. On se demande, voilà, à quel point, en fait, finalement, on a notre mot à dire ou non.
Mais cette situation démocratique que nous vivons aujourd'hui dans nos pays, c'est aussi un petit peu de notre faute. Voire même, c'est en grande partie notre faute. On a laissé faire des gens un petit peu à leur tête. On a essayé de simplement, on avait la flemme de s'occuper de certaines choses et notamment de politique et notamment aussi de politique internationale. Alors est-ce que c'est que de la flemme? Peut-être que c'est des mots un peu durs. Aujourd'hui on a beaucoup plus accès à l'information qu'à l'époque, mais malgré tout j'aimerais quand même avoir des mots durs envers nous, simplement parce que parfois il faut savoir être critique envers notre manière de choisir et de décider les choses et de voir le monde. En fait, ce qui se passe au Niger, eh bien, c'est aussi par notre faute. C'est aussi par notre faute. Il y a une base française, il y a une base américaine. C'était une démocratie, et pourtant, c'est devenu une dictature. Alors, est-ce que ça le restera? On verra, mais c'est en tout cas pour le moment une dictature. Et on a surtout des gens qui soutiennent cette dictature. Et c'est ça qui, pour moi, est vraiment intéressant au Niger. Je vois beaucoup de gens qui, comme je le dis, quand je parlais de condescendance, je vois beaucoup de gens qui regardent l'Afrique un petit peu avec un œil en mode oui, ok, encore c'est le tiers-monde, comme, mais je veux dire, c'est pas les seuls. On voit un petit peu aussi l'Inde comme le tiers-monde, on voit aussi un petit peu la Chine comme le tiers-monde parfois, à certains endroits, etc. Et en fait, c'est pour ça que je veux en parler, parce que, en fait, ce qui se passe au Niger, finalement, on le remarque aussi dans nos pays. Le fait que les gens commencent à en avoir marre, en fait, de ce gouvernement démocratique qui ne l'est pas vraiment, et qui du coup se disent « Ah bah tiens, peut-être que ce serait mieux si on en revenait à quelque chose de plus strict, qu'on revenait un petit peu plus à nos vraies valeurs, que l'on revienne à un nationalisme beaucoup plus important, etc. » Et des gens qui soutiennent finalement aussi, parce que dans notre armée, dans nos armées, que ce soit en Belgique ou en France, on le sait, il y a des éléments d'extrême droite dedans. Il y a des gens qui sont persuadés que voilà, qu'ils savent mieux que vous, et qu'ils savent mieux que moi aussi, du coup, qu'ils savent mieux que nous tous réunis pour les décisions, que eux ont la vérité, et pas les autres. Et que donc, pourquoi pas mettre quelqu'un au pouvoir tant qu'il a les mêmes idées qu'eux, à peu près, évidemment, parce que c'est pas parce que vous êtes d'extrême droite, tous les gens d'extrême droite n'ont pas tous les mêmes idées, mais évidemment, c'est ce qu'on leur fait croire, qu'ils ont tous les mêmes valeurs et les mêmes idées, mais c'est évidemment pas le cas. Et ce qui se passe au Niger, en fait, pour moi je le vois un petit peu comme quelque chose qui pourrait tout à fait se passer aussi chez nous. Et il faut regarder ce qui se passe dans ces pays avec un œil extrêmement attentif, parce que, oui, il y a quand même une guerre qui se déroule entre la Russie et l'Occident, voire même, on va dire, cette fameuse guerre froide, avec aussi la Chine qui est là et qui est derrière, et qui observe, qui regarde de loin, qui aide en soum-soum, comme on dit. Mais ce qu'il se passe au Niger est vraiment pas à prendre à la légère, parce que c'est aussi un échec démocratique de notre part, comme en Afghanistan, comme en Syrie, comme de nombreux pays qu'on a abandonnés. De nombreux pays dans lesquels on va et pourtant où on a des intérêts conséquents, des pays avec lesquels, plutôt que de les écraser, de les abaisser, nous pourrions trouver des partenariats économiques extrêmement intéressants, dans lesquels nous pourrions non seulement avoir peut-être des prix intéressants, je veux dire, bon, je ne sais pas exactement ce qu'il y a au Niger, mais vous savez qu'en Afrique, il y a notamment de l'uranium, par exemple, dans certains pays. Je pense notamment à la République démocratique du Congo, qui est, à mon sens, l'un des échecs les plus cuisants de la Belgique, puisque c'était une colonie auparavant, et que pour moi, à partir du moment où on a foutu le bordel dans un pays, on est aussi responsable d'instaurer une démocratie fiable et importante et intéressante. Mais bon, les démocraties, c'est chiant, parce que le problème d'une démocratie, c'est que les gens, ils cherchent aussi à avoir une équité. Donc les marchés démocratiques, ça veut dire que si ils nous vendent de l'uranium, nous, on va devoir l'acheter à un prix intéressant, et peut-être qu'on va devoir leur faire des prix intéressants sur d'autres sources. Alors que si c'est une dictature, eh bien on peut filer quelques petits billets aux dirigeants, lui dire « Allez Jean-Michel, c'est bon, on te file 1 million d'euros, tu dis rien, hop, toi tu vis tranquille dans ta maison, tu peux armer tes mercenaires pour aller terroriser ta population, et en échange, c'est quoi? Tu nous fais l'uranium à 25% de son prix, ça te va ?» Et ça, c'est un énorme problème.
C'est un énorme problème parce qu'au final, maintenant, c'est nous qui bouffons ça. Ce qu'on bouffe aujourd'hui dans nos pays occidentaux, en fait, c'est ce qu'on fait, c'est ce que nos dirigeants font depuis toujours dans tous les autres pays. Mais c'est juste qu'à force de le faire, en fait, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et donc, il y a un moment donné, en fait, où forcément, en fait, on récolte ce que l'on sème, en quelque sorte. À force de semer du malheur, eh bien, le malheur arrive jusqu'à nous. Et donc c'est pour ça que j'insiste sur ce qui se passe au Niger, parce que notamment, je vous l'ai dit, il y a des bases qui sont en fait hyper importantes. Mais pourquoi elles sont importantes, ces bases? Elles sont importantes parce qu'elles aident des pays démocratiques. Voilà, elles permettent une certaine stabilité parfois dans les régions. Elles permettent aussi de combattre les groupes terroristes. Et vous le savez, les groupes terroristes, c'est ceux qui se font exploser dans nos métros par après. Alors, pas seulement, hein, et en vrai, c'est une infime quantité par rapport au nombre de terroristes qui se font exploser dans ces pays. Mais malgré tout, ça nous revient à la gueule, encore une fois. Et donc, en fait, abandonner des pays comme ça, tels le Niger, le Mali, la République démocratique du Congo, et tous ces pays-là d'Afrique, en fait, c'est nous abandonner, nous. Et je suis désolé, pour certains, ça va peut-être paraître téléphoné, mais moi, j'arrive toujours à la même conclusion. Est-ce que vous avez quelque chose contre les Nigériens? Est-ce que vous trouvez que c'est normal, en fait, d'aller dans des pays d'Afrique et de leur négocier parce que, en fait, nous, on est occidentaux et qu'on a une monnaie plus forte et qu'on est plus pété de thunes, de les considérer finalement comme, je vais dire, de les prendre avec condescendance et de négocier, comme je le dis, comme des marchands de tapis et de les mettre face au fait, en fait. Eh bien, voilà, moi je pense que c'est pas la majorité des gens qui pensent comme ça. Je pense que si la majorité des gens savaient comment on a négocié avec les pays d'Afrique, ils seraient scandalisés. Et ils ne seraient surtout pas étonnés qu'après, que ce soit dans les juntes militaires, il y ait des gens qui brûlent des drapeaux français, des gens qui insultent les Occidentaux et qui commencent à avoir de la haine envers nous, en fait. Parce que simplement, nous, dans notre politique internationale, alors c'est vrai, je peux pas vous dire non plus, on ne vaut pas la Russie ou la Chine, voilà. Notamment la Russie. La Russie, je vais pas vous mentir, hein, je pense que les Africains, parce que je parle là pour le coup de toute l'Afrique, hein, se font complètement avoir et parce que la Russie se fait passer pour leur sauveur. Mais je pense que la Russie est bien pire, effectivement, que l'Occident. L'Occident n'est pas bien, l'Occident fait de la merde, mais la Russie c'est pire. Et je pense que ces gens ne se rendent pas compte. Ces gens ne se rendent pas compte. Et pourquoi ils se rendent pas compte de ça? Parce qu'on n'a pas poussé non plus l'éducation. Parce que regardez l'éducation déjà chez nous. Pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui sont de moins en moins bien instruits, éduqués, l'esprit critique? Pourquoi est-ce qu'il est de moins en moins infusé et qu'on veut de plus en plus revenir à un roman national, à revenir à des vraies valeurs? Eh bien c'est pour arriver à ça en fait. C'est pour arriver qu'un jour, quelqu'un va se faire passer pour notre sauveur et va dire « Je prends le pouvoir parce que moi, je sais ce qu'il faut faire. » Ça vous rappelle pas quelque chose, ça, d'ailleurs? Et à ce moment-là, il y aura des gens qui seront derrière lui. Parce que ces gens-là, qui, en fait, ignoreront les véritables intentions de cette personne, parce qu'elles n'auront pas étudié l'histoire, parce qu'elles n'auront pas étudié la géopolitique du monde entier, eh bien, elles ne se rendront pas compte dans le piège dans lequel elles tomberont. Et elles seront là, un petit peu naïvement, à se dire « Mais oui, en fait, c'est de ça qu'on a besoin. C'est d'un homme fort, un homme qui sait ce qu'il fait. » Ou une femme, hein, remarque. Homme ou femme, pour le coup, ne vous inquiétez pas. Le sexisme, ça n'existe que dans nos têtes. Et les femmes peuvent être aussi diaboliques que les hommes. Ne vous inquiétez pas. Hein. Ça, il n'y a pas de stress, je vous rassure. En attendant, je pense que c'est pour ça que nous devons regarder ce qui se passe au Niger. Parce que non seulement ça risque d'avoir des impacts sur le monde entier, comme je vous l'ai dit, mais en plus, à mon sens, cela a un énorme écho par rapport à nos pays. Et il ne faut pas croire, on peut devenir le Niger de demain. Les choses peuvent changer extrêmement vite dans ce monde. Et les choses ne sont jamais acquises. Donc soyons prudents. Et suivons surtout ce qui va se passer là-bas et comment ça va évoluer. Parce que je pense que ce sera extrêmement intéressant. Bref. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Toutes les sources sont dans la description. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis sinon, eh bien, on se retrouve bientôt pour de nouvelles actualités. Hein, toujours plus, bien sûr. Et puis on va essayer d'être un petit peu plus souvent là, parce qu'après, sinon, je fais des vidéos de 40 minutes. Voilà!
Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à bientôt, des bisous.